et ses amis ont volé le temps de 3 générations. 3 générations. Si on prend 20 ans, 20 ans, 20 ans. Vous comprenez? Le problème chez nous, la jeunesse en politique, ce n'est pas l'âge, tout à fait. Hein. Ce n'est pas l'âge. Mais l'âge, nous mettons l'âge aujourd'hui parce que nous nous rendons compte que les aînés n'ont pas tenu compte de l'âge même aussi quand il fallait diriger. C'est-à-dire, comme l'aîné Limbi disait, que associer l'expérience et le dynamisme. Associer la sagesse, je préfère remplacer le terme expérience par la sagesse et la force de la jeunesse. Parce qu'on dit, si jeunesse savait, c'est-à-dire qu'il lui manque souvent un peu de sagesse. Et si vieillesse pouvait, c'est-à-dire qu'il lui manque un peu de force. Voilà. Donc, l'aîné le dit, et il a cité la Bible. Les sociétés qui marchent sont celles où les dirigeants réussissent toujours à associer la sagesse et le dynamisme. La sagesse et la force. Mais Paul Biya, lui, n'a jamais associé cette affaire-là. Il n'a jamais associé à la sagesse ou à l'âge avancé le dynamisme. Quand on dit dynamisme, ça dit la capacité d'adaptation. Parce que c'est la jeunesse. Quand on dit dynamisme en politique, c'est la capacité d'adaptation de la jeune génération à son temps. Vous savez, quand nous sommes arrivés à ce niveau de débat, moi je vais dire à M. Simon, je suis un vieux administrateur civil, je suis là principal, mais est-ce qu'il sait, quand il dit 324 000 fonctionnaires, il y a des ministères aujourd'hui, tenez-vous tranquille, où au moins 50% des postes sont vides. Ce n'est pas la capacité à nommer qui manque au ministre, c'est juste qu'il ne trouve pas des gens qui lui sont affidés pour mettre à la place. Allez, depuis 1990, il faut cette précision-là. Parce qu'à l'heure où nous parlons, on est en train de projeter un film partout, on dit que le chef d'État a amené la démocratie. Ça, c'est l'art de mentir en ciel ouvert comme ça. Les gens sont morts pour qu'on aille le multipartisme, pour qu'on aille les libertés. Et c'était avec le SDF, 6 mai 1990. Maintenant, restant sur... le plan politique, restant sur le plan politique. Le président Paul Biya lui-même avait parlé de rigueur et moralisation, mais plus tard, c'était l'inverse. Et moi, j'ai dit, c'est un bon élève, même comme lui, il a dit qu'il est bon élève de la France, mais moi, j'ai dit que c'est un bon élève de l'école machiavélique du pouvoir. Il maîtrise l'art de dire ce qu'il ne pense pas et il fait... il maîtrise l'art de dire ce qu'il ne fait pas et il fait ce qu'il ne dit pas. Parce qu'après... Où est passée la rigueur et la moralisation? Sur son règne, on est devenu champion en corruption. 2 années consécutives. 1998, 1999. On est champion en corruption. Sur son règne, il a décidé de s'exclure en ce qui concerne la lutte contre la corruption. On se demande aujourd'hui pourquoi est-ce que l'article 66 de la déclaration des biens n'est pas appliqué. Sur son règne, il n'a pas... Sur son règne, une chose qui était un problème a évolué d'un problème à une crise. Un problème qu'il connaissait très bien, le problème dit anglophone, c'est devenu une crise aujourd'hui. Sur son règne, il est venu au pouvoir quand le Cameroun était en paix. À l'heure actuelle que nous sommes en train de parler là, le Cameroun est en guerre dans certaines régions du pays. Une guerre qui touche de manière secondaire toute autre partie du pays. Alors, à ce jour, on va faire le bilan de 42 ans sur le plan politique pour dire que c'est un bilan tellement désastreux. Je vous pose une question. Oui. On a suivi tout ce que vous êtes en train d'énumérer là, comme dénonciation, ou alors tard et manquement du système Biya. Selon vous, tout a été noir en 42 ans du renouveau? Non, quand vous me dites que, si vous me demandez tout a été noir, je serais malhonnête de vous dire que tout a été noir. Je serais malhonnête de vous dire que tout a été noir. Qu'est-ce qui a été bien? Je pense que, certes, c'est vraiment la préservation même de l'intégrité du territoire camerounais a été un atout. C'est un bon. Oui, c'est un atout. Donc, il y a des choses, c'est au RDP. On m'a fait comprendre qu'à une certaine époque, si vous parlez comme ça sur un plateau de télévision ou de radio, c'était fini pour vous au Cameroun. À cette époque, il n'y avait même pas de télé. Oui, il n'y avait pas de radio. On parlait d'enquête. On va répondre, je vais répondre. Il y avait cette époque-là, mais demandez-vous comment est-ce qu'on est passé de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont payé avec leur tête. On a tué les gens pour qu'on évolue jusqu'à ce niveau. Et le SDF en a payé un grand prix en tant que formation politique. Il faut le dire, parce qu'on ne va pas écrire l'histoire du Cameroun de telle sorte que ça plaît à ces gens. Et j'aimerais chuter sur le plan économique. Quand on dit
que le Cameroun a évolué économiquement, mais vraiment il n'y a pas, on n'a pas bien structuré l'économie pour que la croissance soit raisonnable et tout ça. Mais qui devait structurer l'économie? C'est le politique. Le politique a échoué pour structurer l'économie. C'est le président Paul Biya qui dit lui-même, le Cameroun produit ce qu'elle ne consomme pas et elle consomme ce qu'elle ne produit pas. Mais le président Paul Biya oublie volontairement de nous dire que ce que le Cameroun consomme est a une valeur très petite par rapport à ce que le Cameroun produit. Et à qui la faute? C'est au gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas industrialisé aujourd'hui? Mais ils vont vous dire qu'il y a des contraintes internationales, qu'ils sont experts en extraversion et politique. Quand il y a des problèmes comme ça, ils vous disent que non, c'est dû aux contraintes internationales. Il y a un peu les crises partout, les crises. Vous avez vu comment on construit les autoroutes dans d'autres pays. Et ici, Douala, Yaoundé, on fait comment? On a construit à Abidjan là, les nombres de kilomètres plus que ce que Douala Yaoundé compte. Ici au Cameroun, on fait comment? Donc, vraiment, c'est un bilan désastreux. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est de dire au président Paul Biya que vraiment, habilité par la grâce de Dieu, c'est que ce qui reste de toi, ce n'est pas les célébrations ou d'écouter les griots qui chantent pour chercher quoi que ce soit, mais pour prendre des mesures et laisser le Cameroun en paix tel que vous l'avez trouvé. J'ai toujours proposé ces mesures, gouvernement de transition, organiser un grand dialogue. Et il faut dire que depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, le chef d'État a brillé pour être ce chef d'État-là qui n'a pas pu rassembler les Camerounais autour de lui pour qu'on en parle du Cameroun. Chaque fois on lui force, et quand on lui force, il organise un talk show et il fait sa duperie politique, on avance. On va passer la parole à Bernard Owena. Bernard Owena, lorsque le président de la République arrive au pouvoir en 1982, il prête serment le 6 novembre du côté de l'Assemblée nationale. Je vais le paraphraser, il dit qu'il a trouvé une économie saine, les caisses de l'État renflouées, et il conclut en disant « Je ne faillirai point ». Et il commence à parler de la rigueur et de la moralisation. 42 ans plus tard, les mots que le président Paul Biya a tenus lors de sa prestation de serment, nous pouvons nous dire au sortir de ce programme que ces mots ont justement été respectés? Non, pas du tout. Ces mots n'ont pas été respectés. Au contraire, c'est même là où le Cameroun a fauté. C'est là où nos dirigeants nous ont carrément désaxés. Parce que quand vous vous souvenez de ces mots du président de la République, il savait de quoi il parlait. Il était conscient qu'il pouvait redresser, il pouvait donner une nouvelle image à la société camerounaise. Je vais rentrer en arrière plus loin pour convoquer la fameuse interview que vous évoquiez tantôt. À Monte Carlo. Oui, c'était le 21 juillet 1990, 34 ans aujourd'hui. Le président lui-même disait, ça c'est pour répondre déjà à votre question là, lui-même il disait qu'il veut qu'on retienne de lui l'image de quelqu'un qui nous a apporté la démocratie et la prospérité. Lui-même il disait ça. Quand vous avez déjà le président lui-même, un bon visionnaire, qui voyait déjà ça comme ça, je pense que ça rejoint donc votre préoccupation. Moi, ce que je veux dire concrètement, c'est que le président, sur le plan de la démocratie, a bien joué, a bien travaillé. Je pense que là, au moins, on peut aujourd'hui nous exprimer comment on le fait. On peut se réunir, on peut aller à une élection, contester, etc. Mais aujourd'hui, on est quand même capable de dire que la démocratie, on a beaucoup évolué. Je pense que dans les années à venir, les uns les autres vont davantage s'investir pour que ça soit amélioré, qu'on atteigne les standards internationaux validés, reconnus dans les autres pays du monde, où la démocratie est vraiment quelque chose de merveilleux. De maintenant, sur le plan économique, pour parler des rigueurs de moralisation, nous avons lamentablement échoué. Nous avons échoué parce que la plupart des cas, les gouvernants, les gestionnaires se sont appropriés tout. Le professeur Onangini parlait de l'économie tout à l'heure. Si vous avez des gens qui dirigent et qui se sont organisés en ce que c'est eux-mêmes qui importent le riz, c'est eux-mêmes qui importent le blé, c'est eux-mêmes qui importent le sucre, c'est eux-mêmes qui importent le carburant, vous comprenez que le peuple va tout simplement souffrir parce qu'aujourd'hui le panier de la ménagère, il n'y a pas grand-chose à mettre dedans.
parce que les conditions de vie sont assez compliquées, assez difficiles pour le Camerounais moyen, vous allez remarquer que l'inflation a atteint des proportions assez inquiétantes pour l'avenir. Et d'ailleurs que l'avenir là ne nous rassure en rien quand on voit ce qui peut arriver, quand le Fonds monétaire international parle encore d'augmentation du carburant, etc. Donc, alors, tout ce tableau noir, oui, à qui la faute? La faute, c'est à ceux qui nous ont gérés, c'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise, il est question de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est-à-dire qui est l'auteur de la mauvaise gouvernance? Mais qui gère le pays? Rappelez-nous. Le président gère le pays avec des gouvernants successifs, des gens à qui il fait confiance. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes du RDPC. Est-ce que être du RDPC veut dire venir mentir sur votre plateau? Vous m'avez posé une question, je suis en train de donner votre président du RDPC, selon le président national du RDPC a réussi son projet qu'il avait en 1990 quand il parlait de démocratie et de prospérité. Sur le plan de la démocratie, vous voyez vous-même que beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, M. Elimbe Lowe peut partir de Douala, venir s'exprimer. Sur le plan de la prospérité, les Camerounais sont prospères. C'est moi qui dis, vous-même vous vivez bien. Sur le plan de la prospérité, tout le monde est conscient que c'est très difficile pour atteindre les deux, pour joindre les deux bouts au Cameroun aujourd'hui. Et je dis que c'est un problème de gouvernance, c'est lié à la gouvernance. Si on a toutes les richesses, quelqu'un a parlé des richesses ici, on a toutes ces richesses, mais pourquoi on n'arrive pas à faire comme les autres ailleurs? Il y a 30 ans, l'Éthiopie n'était rien, le Botswana n'était rien, le Rwanda n'était rien. Aujourd'hui, ces pays sont des références avec des taux de croissance à 2 chiffres. Et nous sommes devenus derniers par contre, derniers avec toutes les richesses que nous avons eues, que nous avons même encore aujourd'hui. Parce qu'elles sont mal gérées, elles sont dilapidées. Que le consultant... Merci Bernard Owana. Non, vraiment d'abord... Une virgule. D'abord le consultant. D'abord le consultant. Pierre Blériot-Onyemek, 6 novembre, que retient-on des 42 ans de règne de Paul Biya? Alors, j'ai le sentiment que pour nous les Camerounais, le Cameroun est une île qui vit coupée du monde entier. Ou encore, comme nous sommes un pays de croyants, nous aimons les croyances. Même les gens les plus avisés croient aux choses qui n'existent pas. Nous sommes allés ramasser cette affaire où qu'il y a eu la démocratie au Cameroun. Pour la prospérité, nous sommes tombés. Qui a raconté l'histoire que nous racontons nous tous là, et nous réduisons la démocratie à ce qu'elle n'est pas. Le fait que je bavarde sur un plateau de télévision, nous disons que voilà la démocratie. C'est un indice de démocratie. Non, non, ce n'est pas du tout un indice de démocratie. Il y a des systèmes dictatoriaux où les gens bavardent. D'ailleurs, c'est même une forme de dictature de laisser les gens bavarder. Puisque vous bavardez pour vous-même. On faisait ça dans d'autres pays, hein. On vous enfermait dans un enclos et vous déversiez toute votre bile. Après,